y a encore du monde à l'entrée là. Bon, ça rentre encore, mais on va commencer parce que on a une organisation chronométrée. Je voudrais d'abord vous remercier toutes et tous d'être ici sur ce deuxième campus en réalité à Bordeaux, puisque il y a des souvenirs dans cette salle, dans cet endroit, déjà de la part de certains de nos militants. Et puis vous dire que peut-être ce moment est particulier peut-être à 3 titres. D'abord parce que nous aurons l'honneur d'accueillir à peu près 2500 à 2600 inscrits, plus les invités, plus nos jeunes. On attend 3000 personnes sur le site. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de partis politiques aujourd'hui en France qui sont capables d'organiser un tel événement avec une telle dynamique politique. Donc ça, c'est à valoriser, y compris. Je voudrais vous remercier les responsables départementaux, les élus aussi d'avoir mobilisé dans les départements, d'être venus avec des militants. Je pense que c'est des moments importants où on peut se retrouver, c'est des moments où on peut échanger, c'est des moments où aussi nos militants ne se connaissent pas forcément d'un département à un autre, d'une région à une autre. Et donc, n'hésitez pas non plus à faire passer vos militants sur les stands, à aussi voir des belles expériences qui se sont faites ailleurs. Et c'est ça aussi l'esprit, en tout cas, d'un campus de rentrée. À deuxième titre, puisqu'il marque aussi l'exercice du premier bureau exécutif, on aura l'occasion d'en reparler avec le rapport d'activité. Depuis maintenant 1 an, l'organisation s'est construite, s'est fédérée autour aussi de quelques grands principes. La décentralisation, vous en savez quelque chose, puisque vous êtes maintenant ici pour les membres du Conseil national et les responsables d'associations départementales élus par vos militants. Et puis, particulier aussi, puisque nous sommes en allée électorale maintenant, puisqu'on est rentré dans la phase de préparation des européennes. Et à ce titre-là, également, je donnerai la parole à Franck, qui est secrétaire général délégué aux élections, qui nous présentera aussi une résolution du bureau exécutif. Le message, tant qu'on est là et que la presse n'est pas là, le message politique est évidemment l'unité de notre famille politique, puisqu'on aura aussi l'occasion de voir les interventions de François Bayrou et d'Édouard Philippe dimanche. Je pense que c'est bien de mettre l'accent sur cette thématique au moment où les universités d'été à gauche comme à droite ont été des moments de tension, de polémique. Je pense que nous, on est fédérateurs, on est en train de construire un projet politique européen avec un certain nombre d'autres partis et de personnalités politiques et ainsi de partenaires politiques de la majorité présidentielle. Je pense qu'il faut que vous puissiez le mettre en valeur dans vos interventions, dans les tables rondes, auprès de la presse qui aura libre accès dans ce campus. Donc évidemment, l'unité de notre famille. On aura également l'honneur d'accueillir la présidente de la Commission européenne. Alors c'est une tradition européenne de faire intervenir des responsables politiques qui ne sont pas de votre famille politique, mais nous sommes en coalition au Parlement européen avec les socialistes et le PPE, Madame von der Leyen, la présidente de la Commission et du Parti populaire européen, de la droite conservatrice européenne. Mais elle est venue et je trouve que c'est aussi un message de réussite de notre organisation européenne, le fait qu'elle accepte cette invitation. J'aurai l'occasion d'introduire cette plénière tout à l'heure et de lui laisser la parole pour qu'elle nous puisse également introduire les travaux. Il y aura une table ronde avec nos responsables Europe et puis tous ceux qui se sont succédés dans cette thématique européenne. Je trouve que l'Europe, ça a été un bel exemple de réussite pour nous, en tout cas, que ce soit d'ailleurs En Marche, maintenant en Renaissance. Elle a permis de faire émerger de nombreux visages nouveaux, que ce soit d'ailleurs au gouvernement ou au Parlement. Et on souhaite justement que ça puisse se perdurer. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler. Avant, et pour pas être trop long, je voudrais proposer d'abord, puisque le programme est chargé, de faire élire à main levée la proposition du bureau exécutif pour la présidence de séance. Le bureau exécutif proposait que Fabienne Keller puisse présider notre Conseil national. Alors je vais le faire de manière peut-être officielle. Qui est pour ? Qui est contre ?
Qui s'abstient? C'est une belle unanimité. Fabienne, félicitations. Et puis j'invite Fabienne à venir sur scène. Merci à tous. Renaud est en train de me dire j'aime bien ces élections. Moi aussi. Voilà, je suis très heureuse de vous saluer à mon tour. On va s'asseoir cool. Pour vous saluer tous pour ce Conseil national qui nous rassemble tous. Mesdames et messieurs, présidents d'assemblées départementales, forces des territoires que nous aimons, vous qui fédérez vos bureaux, vos responsables locaux. Je salue les très nombreux ministres qui sont là au premier rang, les collègues parlementaires, députés européens, parlementaires nationaux. Je salue aussi les membres de l'Assemblée des territoires qui ont été élus hier soir. Et je les félicite, on peut les applaudir. Voilà, on est d'attaque pour 2 grandes journées de campus de rentrée. Nous avons, la presse a commenté le fait qu'on était en retard pour notre rentrée. Ça tombe bien, c'est nous qui allons installer l'ambiance et poser nos convictions, nos marqueurs pour les semaines et les mois qui viennent. Alors, nous avons la charge, comme Conseil national, de voir le rapport d'activité. On a 1 an, bon anniversaire à tous. Voilà, 1 an que le mouvement a été créé. Et donc, je vais appeler, s'ils veulent bien nous rejoindre ici sur la tribune, celles et ceux qui sont secrétaires généraux délégués et qui vont nous faire le plaisir de présenter leur rapport. J'appelle en premier Olivier Dussopt, en charge des territoires, sous vos applaudissements. J'appelle Pascal Canfin, en charge des relations avec le gouvernement. Applause. J'appelle Anne de Bézère. Ouf, il était temps d'avoir une femme. Anne de Bézère, réseau et société civile. J'appelle Clément Beaune, Europe et international. J'appelle Franck Riester, en charge des élections. Voilà, je vais vous décrire le déroulé maintenant. Donc vous avez eu un déroulé, vous avez été informé d'un ordre du jour. S'il n'y a pas de remarques au sujet de cet ordre... J'ai oublié Antoine Armand pour le budget. Mais il y a des copains qui m'ont rattrapé, tout va bien. J'ai oublié de vous dire comment ça va se passer. Donc nous avons... Monsieur le Président du groupe Renaissance à l'Assemblée Chahut. Un ordre du jour vous a été diffusé. S'il n'y a pas de remarques, je vais le considérer comme adopté. Je vais vous expliquer un peu comment on va travailler, puisque c'est une séquence de travail qu'on va essayer de maintenir assez compacte, conformément à l'article 8.2 de nos statuts, que vous connaissez tous par cœur. Le bureau exécutif présentera le rapport d'activité. Et vous avez compris que ça se fera à plusieurs voix. À la suite de cette présentation, chacun, je le rappelle, à 3 minutes. À 3 minutes, je fais dring. Vous pourrez poser des questions. On aura un temps de questions-réponses pour parler à la fois du bilan et des perspectives. Puis ensuite, Franck nous présentera une contribution générale du bureau exécutif qui est plutôt prospective. Et ensuite, nous voterons cette contribution générale, là aussi à main levée. Seuls les membres du Conseil national disposant d'un droit de vote conformément à l'article 9.1 des statuts et à l'article 9.1 du règlement intérieur peuvent voter, c'est-à-dire les membres du bureau exécutif, les présidents des assemblées départementales et leurs binômes, les membres de l'Assemblée des territoires. Les procurations, chers collègues, ne sont pas acceptées. La contribution n'est pas amendable. Voilà. J'ai dit ça vite parce que c'est un peu... Voilà. Nous démarrons, si vous le voulez bien, la présentation des rapports d'activité. Oui, j'ai en charge de rattraper le quart d'heure que nous avons perdu au début pour le café. Non, mais maintenant, on est dans le vif du sujet. Je vous propose de démarrer la séquence des présentations des rapports d'activité. Et on commence par le dur. Cher Antoine, est-ce que tu peux, en 3 minutes, nous présenter les finances du parti ?
Merci Antoine. Donnez-lui un micro. C'est bon, je pense que ça marche. Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on commence par le sujet le plus sexy de la journée. Pour dire qu'après l'adoption sans réserve de nos comptes 2022, on a le plaisir de vous présenter un budget qui tient ses objectifs, malgré la contrainte que vous connaissez, qui est la baisse de la dotation publique après les élections législatives. On tient un budget avec les deux grands objectifs que nous nous sommes fixés collectivement l'année dernière et que vous connaissez. C'est continuer à développer notre structuration idéologique de parti et plus seulement de mouvement, ce qui nous permet de garder notre capacité de diffusion en matière de campagne nationale. Vous avez vu les dernières, vous voyez celle arriver sur l'Europe, de continuer à avoir de grands événements comme on a pu avoir les derniers mois. Et puis, bien sûr, devenir le premier parti décentralisé de France. Ça se traduit, vous le savez, par les dotations qui sont confiées aux assemblées départementales. Je vous redonne cet ordre de grandeur. Les dotations qui sont données aux assemblées départementales, elles sont 3 fois à 4 fois supérieures à celles qui étaient données auparavant. Donc, on le sent tous. Moi, comme président d'assemblée départementale, je pense vous aussi qu'on a une vraie marge de manœuvre supplémentaire qu'on peut utiliser pour inciter sur le terrain à l'adhésion, bien sûr, pour créer de la dynamique sur tous les événements et bien sûr pour préparer les échéances à venir. Et puis le dernier objet évidemment de ce budget, c'est bien sûr avoir une force de frappe et avoir de l'impact pour l'année électorale qui s'annonce et pour faire campagne tous et à fond sur l'élection européenne qui est évidemment notre ADN. On l'a fait en s'appuyant sur plusieurs piliers. D'abord en recentrant les pôles autant que possible sur des aspects politiques pour pouvoir être efficace à Paris et puis pour pouvoir, bien sûr, au niveau départemental, être en appui. Et je pense que toutes et tous, vous avez pu constater l'appui qui est donné par les équipes du siège que je salue par la même occasion. Ça a évidemment été accompagné, cette restructuration, d'un effort sur les dons. On mène une politique, et je salue aussi Anthony, une politique de dons assez offensive. Et j'en profite pour vous rappeler que les dons que vous serez capable de collecter dans vos territoires vous seront redistribués pour moitié. Donc vous avez une incitation directe à le faire. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de lever des soutiens pour les élections européennes à venir. Et donc, c'est absolument crucial. Donc, tout ça pour vous dire que malgré les contraintes, la contrainte initiale de la dotation publique, bien sûr, notre contrainte de restructuration interne qui a été menée d'une main de maître par les équipes du siège, nous y arrivons, nous tenons des objectifs avec les deux objectifs en tête, la structuration idéologique et la structuration territoriale. Je vous remercie. Bravo, merci Antoine pour cette présentation dynamique et je passe la parole à Olivier en charge de l'organisation des territoires et donc de vous toutes et vous tous dans vos assemblées. Merci Fabienne, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de faire aussi synthétique qu'Antoine à l'instant. L'année écoulée est une année de travail avec une structuration de l'ensemble de nos assemblées départementales. Ça a été extrêmement chronophage, ça a pris beaucoup de temps à tout le monde et le pôle territoire et fédération a surtout consacré son énergie de début d'année à vous accompagner, chacun dans vos départements, pour l'organisation des élections, pour la mise en place des différents comités, la désignation des responsables qui doivent l'être autour d'un certain nombre de postes statutaires. Et puis nous avons aussi veillé à ce que partout où il y avait des difficultés à organiser des élections, parfois parce que nous n'avions pas suffisamment d'adhérents pour qu'elles soient organisées en fonction de nos statuts, nous avons aussi désigné des binômes paritaires en charge de la gestion de ces associations départementales pour qu'ils puissent déjà travailler et continuer à se développer. On a laissé beaucoup de latitude, Antoine l'a dit, des financements avec le reversement aux assemblées départementales de la totalité des cotisations des adhérents et des élus au niveau départemental, avec le fléchage de 50% des dons réalisés sur le territoire, et donc avec des budgets pour chaque association départementale, puisque c'est avec ces budgets pour les associations que l'on a la possibilité de véritablement décentraliser et de donner les moyens à nos assemblées départementales de décider de leurs actions, de les financer, et donc de véritablement porter le projet dans les territoires. C'est d'autant plus important que d'ici les prochaines élections, ce sont les bureaux départementaux qui auront la main pour les investitures dans la quasi-totalité des communes, puisque nous n'aurons au niveau national à investir que les candidats dans les communes de plus de 60 000 habitants. C'est dire le nombre des départements dans lesquels la totalité des investitures sera renvoyée au niveau local. Nous avons aussi fait le choix de la souplesse dans le mode de structuration. Et donc nous avons 86 assemblées qui sont structurées en association. Ça donne plus de souplesse. Les autres sont sur des formes plus informelles. Et on a constaté avec plaisir
les premiers recrutements de permanents d'associations départementales pour avoir des forces vives en local et en relais évidemment de ce qui se passe au siège. On a aussi travaillé évidemment avec vous sur les comités locaux pour les structurer et puis l'organisation des activités tout au long de l'année avec un temps fort en particulier sur les rentrées départementales et régionales où notre rôle a été à la fois de porter un certain nombre de sujets techniques ou de soutien, mais aussi d'essayer de trouver des invités, des intervenants pour chacun à échelle régionale ou départementale. Un point sur le pôle au niveau national, d'abord pour saluer l'ensemble des permanents du pôle qui répondent aux questions des présidents d'assemblée départementale, qui font un énorme boulot pour apporter le maximum de réponses et partager les informations. Et puis, saluer aussi Violette Spilbou, Quentin Bataillon, Bertrand Masfressinet, que je cherche, qui est là, pour le travail qu'ils font à mes côtés. Et je pense notamment à des choses qui, je crois, sont appréciées. Le fait que Bertrand, après chaque bureau exécutif, organise une visio avec tous les présidents d'assemblée départementale pour débriefer le bureau, pour donner les informations et ainsi faire circuler tout cela. C'est du temps, mais c'est utile pour que les informations circulent bien. On va intensifier ces contacts et ces réunions, ces moments de partage à échelle régionale et nationale, avec un seul objectif, faire en sorte que cette promesse de construire le parti le plus décentralisé de France soit au rendez-vous. Et ça passe par ses soutiens, ça passe par ses appuis, et ça passe par l'autonomie qu'on laisse aux fédérations. J'ai dépassé 3 minutes et Fabienne ne m'a pas engueulé, donc je m'arrête là et je vous remercie toutes et tous. Cher Olivier, on sait tout le travail qui a été engagé à la fois par le siège et par toi et toutes les équipes de secrétaires généraux adjoints pour permettre en une petite année, en fait, cette organisation qui maintenant est en place. Donc bravo pour tout cela. Je passe la parole à Pascal Canfin, en charge des relations avec tout le gouvernement. Alors, 3 minutes, ça les vaut bien, Et j'ai même une petite, on m'a dit que j'avais un petit bonus d'1 minute parce que je devais aussi faire le compte-rendu du polydé de Bruno Le Maire en son absence, les deux étant bien évidemment totalement interconnectés. Je vais mettre l'accent sur 3 choses. La première, c'était il y a 1 an. Vous vous souvenez tous du débat sur les super dividendes, sur la répartition du partage de la valeur. Ça avait animé pas mal le groupe, à l'Assemblée nationale aussi. Et on avait décidé précisément de faire en sorte que le parti joue son rôle avec Stéphane, à savoir pose une doctrine qui essaye de fédérer tout le monde, sachant que sur ce sujet-là, au départ, tout le monde n'était pas spontanément sur la même ligne. Je pense que ça n'avait échappé à personne. Et c'est exactement ce qu'on a fait, puisque en 15 jours, 3 semaines, on a réussi, par des consultations diverses à tous les niveaux, à réussir à trouver une doctrine commune sur laquelle ensuite on a pu se réunir. Sur le partage de la valeur, et on a fait 2 choses en lien avec Olivier, qui était aussi en charge de ça directement au gouvernement, c'est mettre un petit peu la pression sur les partenaires sociaux qui étaient en parallèle en train de négocier un accord interprofessionnel sur le partage de la valeur. Et comme on a fait des propositions concrètes en disant ça c'est la position de la majorité de Renaissance, ils se sont dit on va quand même pas laisser la majorité le faire tout seul, donc on va trouver un accord. Et ils ont trouvé un accord alors que spontanément peut-être ils ne l'auraient pas trouvé. Et donc on a maintenant, c'est tout un processus en cours à l'Assemblée et au Sénat, on a un accord formel sur le partage de la valeur ajoutée avec 2 grands éléments. Quand il y a super profit, un mécanisme spécifique ad hoc et l'extension des dispositifs de partage de la valeur aux entreprises de moins de 50 salariés jusqu'à 11 salariés. Je rappelle que c'est plusieurs millions de salariés qui étaient exclus de ces dispositifs qui maintenant ne le seront plus. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut valoriser au quotidien. Le deuxième point, c'est la réforme des retraites, là aussi, non sans lien avec Olivier, où on a fait un certain nombre de propositions qui ont été ensuite largement reprises par le groupe. Puis ensuite, on sait que les choses ne sont pas forcément passées comme on l'aurait voulu. On a été forcé de faire un 49.3, qu'on a un certain nombre d'amendements qui sont passés, d'autres pas forcément. On y reviendra. Je réinsiste sur un des points qui me semble à titre personnel clé, c'est le passage progressif à la retraite. Je crois que c'est un vrai enjeu de société. On aura l'occasion d'y revenir. Et dernier point, le financement de la transition écologique, puisqu'il y a quelques semaines, au moment de la remise du rapport Jean Pisani-Ferry, on a décidé précisément de se dire, OK, les 66 milliards de Jean Pisani-Ferry, ça veut dire quoi pour nous ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de crédit budgétaire ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de crédibilité du financement de la transition ? Là aussi, on a travaillé beaucoup avec Bruno Le Maire, avec un certain nombre de parlementaires qui sont autour de David, Antoine, etc., pour faire une proposition concrète avec le SGPE à Elisabeth Borne.
Et c'est exactement cette proposition qui n'a pas été rendue publique parce qu'on n'a même pas eu le temps de la rendre publique. Elisabeth Borne s'en est saisie, elle l'a annoncé. C'est les fameux 7 milliards supplémentaires de financement dans le budget aujourd'hui, cher Thomas, pour le financement de la transition écologique. Donc là aussi, le parti a joué, je pense, un rôle très intéressant d'élaboration d'une proposition très vite reprise par la Première ministre. Donc sur ces 3 sujets, je crois que Renaissance a joué son rôle et il y en aura d'autres à l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Pascal. Sans tarder, je passe la parole à Anne de Bézère, Réseau et Société Civile. Si ça marche. Bonjour à tous. Donc, Société Civile, vous vous souvenez certainement que pendant la campagne, avec Roland Lescure, on avait monté ce groupe d'ambassadeurs qui faisait le lien entre le parti et l'ensemble de la société civile. Stéphane a souhaité qu'on poursuive ça tout au long du mandat, sans forcément avoir des enjeux d'échéance électorale. Et donc, nous avons repris le flambeau avec mon cher camarade David Amiel, que je vous demande d'applaudir. Et donc, sur cette société civile, qu'est-ce qu'on a fait? On a refait un peu la même chose pendant cette première année que ce que nous avions fait pendant la campagne. On a une trentaine de personnes qui se sont engagées. À la fois, c'est des chefs d'entreprise, des responsables associatifs, des élus. Certains, à peu près la moitié, étaient déjà engagés au moment de la campagne, mais il y en a plus de la moitié qui sont des nouveaux et qui ont décidé de nous rejoindre. Chacun sur son thème a la responsabilité d'animer un écosystème. L'écosystème, il le choisit. À chaque fois, ce qu'on leur demande, c'est de ne pas faire dans la complaisance, parce que l'objectif, c'est effectivement de pouvoir avoir de la confrontation, du débat, de faire rentrer de la contradiction dans les échanges au sein du parti. Sur cette première année, donc, chacun a constitué son réseau. On a produit un certain nombre de notes thématiques qui sont remontées auprès de Stéphane et qui a également été diffusées au sein de l'exécutif. L'enjeu de cette nouvelle année, c'est qu'on réussisse à passer un cap un peu supplémentaire en articulation avec le pôle idée qui est piloté par Bruno Le Maire, pour organiser un certain nombre de débats au sein du parti où là aussi on va faire intervenir des personnes extérieures, toujours dans la recherche de la confrontation, de signaux d'alerte également, parce que ça fait partie de leur mission, et d'émergence de propositions un peu nouvelles pour essayer de garder vivace le fait d'avoir toujours eu un peu ce pas de côté et de commencer à dialoguer sur des sujets qui ne sont pas au cœur de l'actualité. Notre propos, ce n'est pas forcément de faire des débats sur les sujets qui sont au cœur de l'actualité, mais d'aller chercher justement des signaux faibles et des sujets qui seront peut-être les grands sujets de demain. Voilà. Moi, j'ai vraiment respecté notre programme. Avant de passer la parole au prochain intervenant, merci beaucoup Anne. Je vais faire l'exercice de tenter de saluer tous les ministres présents. S'il y en a un que j'oublie, vous me le dites. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Aurore Berger, ministre de la Famille. Merci à Thomas Cazenave qui gère les finances, un exercice ô combien difficile. Je salue Carole Grandjean, notre ministre engagée sur le terrain de la formation professionnelle. Bérangère Couillard n'est pas loin, voilà. Je salue Agnès Pannier-Runacher qui essaye de se cacher là-bas. Patricia Miralles n'est pas loin. Patricia, ah oui, mais elle se met au fond là-bas. Voilà, et maintenant j'ai le plaisir de passer la parole au dernier ministre présent, cher Clément Beaune, en charge des affaires Europe et internationales. On l'applaudit. Merci, chère Fabienne. Entre les spots et les applaudissements, on se sent sous les projecteurs. Merci à toi, et notamment à ton engagement européen personnel qu'on connaît bien. On a donc monté, il y a un peu moins d'un an, un pôle Europe et international. Et je veux évidemment remercier celles et ceux qui l'animent à mes côtés au siège et un peu partout. Sandro Gozzi, Anne Jeuneté, Benjamin Haddad, et puis évidemment plusieurs de nos grands Européens engagés par leur fonction et par leur identité politique depuis plusieurs années. C'est notre cas à tous, mais évidemment en particulier Pierre-Alexandre Anglade et Valérie Hayet, que j'aperçois ici au premier rang. Alors, on peut les applaudir.
et notre secrétaire général, cher Stéphane, puisque tu fais vivre évidemment notre engagement européen à Renew et au Parlement européen. Je pense qu'on peut aussi réapplaudir Stéphane pour cet engagement de tous les jours. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'on a fait, parce qu'on a fait beaucoup de choses, mais je veux vraiment remercier aussi les présidents de l'Assemblée départementale et nos référents Europe, parce qu'on a réengagé les débats, les formations sur les sujets européens, et on a distribué un certain nombre d'outils de formation. Je salue les équipes du siège, et en partie Maxime qui vous embête, mais répond à beaucoup de vos questions aussi pour qu'on ait des outils de formation qui soient encore meilleurs. Et puis, beaucoup de nos élus, de nos parlementaires européens tout particulièrement, que je salue aussi, parce que vous êtes très présents dans les débats. Et on essaye de créer ce format l'Europe en débat qui permet aussi souvent que possible, dans le maximum de départements, avec souvent un élu du Parlement européen, puisqu'il se mobilise beaucoup, permet d'avoir une thématique commune pour une quinzaine ou un mois donné et d'avoir des échanges avec les militants. Et on sait que la thématique européenne fait partie de notre identité. Stéphane l'a dit dès le départ, on est évidemment dans une course vers un moment de campagne électorale. On en est évidemment très heureux parce qu'on va pouvoir défendre cette identité européenne, cet ADN européen qui nous tient beaucoup à cœur, qui nous différencie de toutes les formations politiques et est aussi essentiel dans notre lutte contre les extrêmes. Donc on va renforcer encore cette demande de débat, ce déploiement d'outils de formation. Et puis on rentrera évidemment dans une phase un peu différente au début de l'année 2024. Mais vraiment, merci beaucoup pour tous ces moments. On a aussi reçu pas mal de délégations étrangères. Je ne les égrenerai pas toutes. Mais un des axes qu'on avait fixé au parti dès l'an dernier, c'était de rayonner encore davantage sur le plan européen et sur le plan international. Et je pense que ce campus européen en est la démonstration, avec la présidente de la Commission européenne elle-même qui viendra tout à l'heure. Merci beaucoup. Avant de me passer la parole à moi-même pour la mobilisation, je voudrais saluer les présidents de groupe de nos assemblées. Je salue François Patria. Et devant lui, on voit qu'ils bossent bien ensemble, Sylvain Maillard. Bravo à lui. Et notre présidente du groupe au Parlement européen, Valérie Hayet. Voilà, aux côtés de Stéphane Séjourné. T'es jaloux, hein? Je vais vous faire un point bref sur la mobilisation auquel j'associe Julien Miraut et Bérangère Couillard. Nous sommes en équipe en charge des adhésions et de la mobilisation. Le parti, donc, qui s'est créé au début de l'automne dernier, a lancé plusieurs campagnes. D'abord, celle relative à la création du parti et à la campagne d'adhésion. C'était pendant l'automne. Puis après, vous vous souvenez, il y a eu la séquence des élections qui a un peu neutralisé notre campagne sur le terrain. Et il y a eu une deuxième campagne en réaction à l'action politique du gouvernement pour soutenir son action. Vous vous souvenez que c'était difficile, cette campagne sur le pouvoir d'achat et cette campagne sur la réforme des retraites, mais courageusement, avec vos militants, avec vos équipes du bureau départemental, vous êtes allés retourner sur le terrain, d'abord souvent avec des réunions internes, puis ensuite au contact des Français. Et puis nous avons pu au printemps, à l'occasion de l'anniversaire des 6 ans de mandat du président de la République, porter la campagne Pour nous, résumant 6 ans d'action. Donc je salue toutes celles et tous ceux qui, avec beaucoup d'engagement, sont allés au contact des Français. Tout cela encouragé par les boucles, c'est quand même magique, les boucles Telegram, on en a beaucoup. Mais bon, quand on voit des copains qui collent la nuit, quand on voit des amis qu'on connaît à l'autre bout de la France qui ont l'audace d'organiser une réunion, et ben ça donne des idées. Et c'est un formidable outil pour partager les initiatives, échanger les bonnes pratiques, se passer des trucs sur des petits documents réalisés de manière délocalisée selon ta volonté, Stéphane, qui est vraiment de décentraliser. Le parti a par ailleurs une mission de formation des adhérents. 10 formations nationales sont accessibles à tous. Vous avez vu, c'est magique le campus, hein. On a nos profils adhérents qui maintenant sont full, hein. Si vous n'y êtes pas retourné depuis quelques jours, je vous invite à y aller. Vous avez plein de formations pour vous. Ça vient d'arriver. 2 qui sont générales des formations de terrain, comment organiser un tractage, comment organiser une action de collage, et 8 formations européennes. Tout savoir sur le pacte vert, sur l'Europe face aux crises, sur l'Europe géostratégique, c'est tout dans votre profil d'adhérent. Par ailleurs, je voudrais dire qu'il y a, ça c'est plutôt le domaine de Bérangère, il y a
eu un gros travail d'adhésion. Le siège, alors on est tous Telegram, mais il y a eu 12 000 courriers qu'il a fallu traiter. Beaucoup de sujets liés aux différentes montées en puissance des assemblées départementales, beaucoup d'affaires liées aux reçus fiscaux. Donc je salue les bénévoles. Il y en a une 40aine qui viennent régulièrement au siège pour gérer tout ça. C'est beaucoup de contacts humains, mais c'est important pour les personnes qui veulent rejoindre notre mouvement. Donc je voudrais vous féliciter tous collectivement pour ce travail, parce que la mobilisation, c'est vous. Et voilà, et je passe la parole sans attendre à Franck pour faire le point sur le pôle élection. Merci beaucoup Fabienne, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais associer évidemment dans ce bilan d'activité du pôle élection Pierre-Alexandre Anglade qui s'occupe de la préparation des élections européennes, Émilie Chalas qui s'occupe des élections locales, la préparation, et Catherine Fabre pour les relations avec nos délégués de circonscription. Il y a eu un gros boulot au niveau de ce pôle élection puisque nous avons eu à accompagner les élections législatives partielles. 7 élections législatives partielles, 5 candidatures Renaissance, 2 victoires. Éléonore Carrois qui est ici au premier rang, qui a été réélue largement. Bravo Éléonore, on peut se... Voilà. Et Laure Millet, je ne sais pas s'il est là, Laure Millet de la Marne, qui a été élue. Et donc on est ravis. C'était un beau résultat pour ces élections partielles. Et puis bien sûr le gros morceau des élections sénatoriales. Élections sénatoriales où on sait bien, c'est le fruit en grande partie des élections locales précédentes. Et on sait qu'on aurait pu avoir de meilleurs résultats aux élections locales précédentes. Donc il a fallu faire avec ça. Et puis aussi, c'est préparer les élections futures, pour préparer les victoires futures. Et donc de veiller à ce que les conditions de partenariat avec nos partenaires et les conditions politiques locales nous permettent de préparer les élections locales futures. On avait plusieurs objectifs. D'abord, maintenir le groupe RDPI comme 4e groupe du Sénat. On avait la volonté de faire réélire nos sénateurs sortants qui souhaitaient repartir dans ces élections sénatoriales, qui étaient renouvelées, je rappelle, le Sénat par moitié. Et puis, plus largement, renforcer nos sénateurs, Renaissance, et renforcer la présence des sénateurs de la majorité présidentielle ou en soutien de la majorité présidentielle, les sénateurs de nos partenaires de la majorité, mais aussi de partis qui viennent en renfort au Sénat, et on en a besoin dans ce moment particulier de majorité relative. On a mis des moyens pour ça, des moyens d'analyse, de discussion, d'échange avec le terrain, avec vous, avec les parlementaires, avec nos partenaires dans les cycles de négociation réguliers. Je dois dire qu'on a eu beaucoup de réunions, ça n'a pas toujours été facile, et je dois dire que si on avait eu un peu plus de solidarité de certains de nos partenaires dans certains départements, on aurait eu des meilleurs résultats, il faut aussi savoir le dire. On a eu des cycles de discussion aussi avec vous, encore une fois, pour essayer de trouver les meilleures voies de passage, les meilleurs candidats quand il n'y avait pas de candidats sortants. Et je dois dire que les équipes du siège ont fait en sorte d'accompagner au maximum, de la meilleure façon possible, les candidats, avec des conseils juridiques, des conseils de communication, une voix et une écoute permanente pour faire en sorte que la campagne se passe le mieux possible. Les résultats auraient pu être mieux, mais franchement, on est quand même satisfait de ces résultats, puisque le groupe RDPI reste le 4e groupe au Sénat, avec 22 sénateurs. On en avait 24 précédemment. Grâce aux élections brillantes de Xavier, Martin, Dominique, Didier et Tani. J'ai vu Xavier qui était là notamment, qui a fait une campagne magnifique. Et je suis vraiment ravi pour ces sénateurs-là. On a aussi discuté hier avec nos amis de l'Orne. On a eu une très belle victoire qui était inattendue. On a beaucoup bossé pour ça, mais dans l'Orne, la victoire d'Olivier Bitz, que je tiens à saluer. Je ne sais pas s'il est là, Olivier, mais enfin, les militants de l'Orne sont là, ça c'est vrai. Et puis, nous avons une pensée, bien sûr, pour nos 3 amis qui n'ont pas réussi à gagner, qui sont Julien Bargeton, Alain Richard et Frédéric Marchand. Et je voudrais qu'on les applaudisse et on les embrasse très fort. Notre partenaire du groupe indépendant, l'IRT, a progressé de 4 sièges pour atteindre 18 sièges. Les LR ont perdu en revanche 12 sièges. Et ça, c'est le point qu'il faut relayer. C'est-à-dire que les grands perdants, entre guillemets, même s'ils gardent la présidence du Sénat et la majorité, ce sont les Républicains qui ont perdu 12 sièges. L'Union centriste, 1 siège, qui fait que la majorité sénatoriale perd 13 sièges. Beaucoup
pour la gauche, il faut le dire. La gauche a gagné 10 sièges, dont 5 pour les écolos et 3 pour les communistes. Et puis nous, on a gagné 4 avec les indépendants et on a stabilisé à 22 pour le groupe RDPI. Je voudrais vraiment, pour finir, remercier les présidents d'assemblée départementale et les militants, bien évidemment, de ces différents départements qui ont soit soutenu avec beaucoup de force nos candidats, soit fait en sorte que les élections se passent le mieux pour que les sénateurs que nous soutenions, qui n'étaient pas de nos couleurs, puissent être élus. Ce n'est pas toujours simple, quand on est militant, de ne pas avoir de candidats qui portent notre drapeau, mais c'est l'intérêt général de ce qu'on défend qui était en jeu. Et donc je voudrais vraiment vous remercier pour ce sens des responsabilités et ce sens de l'intérêt général. Et puis remercier les équipes nationales de leur travail, les équipes locales. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait campagne aux côtés de nos candidats. Et puis vous me permettrez de finir par celui qui représente à lui tout seul la campagne des élections sénatoriales, qui au Sénat se bat comme un lion avec tous ses sénateurs pour faire en sorte que nos couleurs soient bien représentées, qui a fait encore un travail exceptionnel grâce à son dynamisme, sa ténacité, son sens politique. Vous l'avez reconnu, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour M. François Patria. Merci beaucoup. Maintenant, vous avez la parole. Si vous avez... Ah, pardon, non, d'abord... Si, vous avez la parole sur la base de ce bilan. Excusez-moi. Sauf si François veut nous dire un mot. Non ? Allez, François. Allez, François. Allez. Oui, merci Madame la Présidente et vous toutes et tous. Je voudrais juste qu'on parle... Oui, pardon, je vais me présenter. Floris Legrand du Calvados. Voilà. Je voudrais qu'on parle de démocratie avec mon collègue qui est juste à côté de moi, là, Grégoire, qui est un ancien membre de la Convention pour citoyenne pour le climat. On avait voulu porter une résolution aujourd'hui au Conseil national. Bon, le président a ouvert la voie, il nous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied avec les rencontres de Saint-Denis, donc on est très heureux. Le document qu'on a rédigé, je vais demander à ce qu'on vous l'envoie. On va le verser dans la grande consultation qu'a lancée Stéphane. Et je voudrais vraiment qu'on parle de démocratie, de participation citoyenne, de débat public, de souveraineté populaire, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est le parti qui a le meilleur bilan depuis des années sur ces questions-là. Que ce soit la Grande Marche, le Grand Débat, la Convention citoyenne pour le climat, le Conseil national de la refondation, c'est nous. Et on doit en être fiers. On doit pouvoir promouvoir cette action-là. La deuxième raison, c'est qu'on ne doit pas laisser cette place-là à nos oppositions. Si j'étais un peu taquin, qui ici imagine sérieusement Louis Boyard écrire la Constitution de la 6e République? Qui, plus dangereux, imagine Marine Le Pen tailler les institutions à son idéologie? Donc on doit se saisir de ces questions-là. Nous, on va le faire dans le Calvados, et je vais associer mes collègues normands que je vois là-bas pour porter ces questions-là un peu plus loin. Donc je vais demander à ce qu'on envoie le document que je vais retransmettre pour pouvoir vraiment engager cette vraie réflexion au-delà de la grande consultation qui est faite sur plusieurs mois. Et voilà, c'était juste pour vous dire que nous, dans le Calvados, on sera à l'initiative sur ces questions-là. Voilà, merci. Merci beaucoup, cher Floris Legrand, pour cette proposition. On peut y répondre si vous le voulez bien. On prend les questions et puis on en répond en groupé après. Mais, Monsieur le Président, cher Floris, il y a une table ronde cet après-midi sur les institutions. Il ne faut pas hésiter à y aller. Parce que je pense que ce sera aussi les travaux de nos groupes de travail, de réflexion, qui pourront nourrir le parti. J'ai l'impression que Stéphane veut réagir tout de suite. Ouais. J'en profite parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais vous avez reçu il y a 10 jours une série de questions qui font suite, et effectivement, tu le disais assez justement, aux discussions de Saint-Denis. Le président nous a coupé l'herbe sous le pied, je suis entièrement d'accord. On avait déjà ça en réflexion avec un certain nombre d'entre vous. Je pense que c'est le rôle d'ailleurs d'un parti politique de réfléchir à notre organisation institutionnelle. C'est au cœur aussi de nos discussions. Et puis, comme tu le disais aussi justement, moi je ne crois pas à une espèce de 6e République conçue par un parti qui n'élit même pas ses élus, qui
qui des fois constate qu'un certain nombre de dérives de ces élus sur à la fois le vocabulaire qu'ils emploient et puis le rapport aux institutions est quand même pas le nôtre et pas dans notre ADN. Donc on a une vraie plus-value sur ce sujet-là. Il faut qu'on reprenne cette question. Et je pense que dans la salle, autour des débats qu'on aura, vous avez des militants qui sont profondément démocrates et qui sont venus aussi pour des questions de lutte contre les dérives sur l'état de droit. On le fait en Europe, qui ont proposé justement et qui souhaitent que la pluralité de la presse et que l'indépendance de la justice sont au cœur de notre dispositif institutionnel. Donc réfléchissons à la souveraineté populaire, à comment on redonne confiance aux institutions. J'en reviens à mes questions. C'est, au-delà des questions, une invitation à débattre. Donc vous pouvez vous en saisir. Donc saisissez-vous de ces questions, utilisez ces questions pour faire débattre les militants ensemble. C'est des questions qui, en réalité, ont été posées pendant les 12 heures de discussion avec les chefs de parti auxquels j'ai assisté avec le président de la République. Et donc il faudra probablement déboucher sur un positionnement du parti. Vous aurez à trancher ces questions dans 15 jours. Mais en attendant, que ça soit sur les formats numériques, formats physiques, en visio, dans les bistrots, comme dirait Gérald, en tout cas, saisissez-vous de ces questions pour pouvoir faire débattre vos militants, c'est important. La question institutionnelle, évidemment, qui sont liées au cumul des mandats, revient régulièrement dans nos débats. La question du mandat du président de la République, la Convention citoyenne et la nouvelle manière d'appréhender avec les citoyens nos institutions. Est-ce qu'on recrée des rites électoraux un peu plus simplifiés pour permettre l'association aux citoyens? Une chose est sûre, c'est qu'on n'aura peut-être pas, en tout cas, on aura à combattre dans les prochaines semaines la nationalisation de la campagne européenne. J'en dirai un mot dimanche probablement. Mais je pense que c'est un des risques, justement, si on ne s'attaque pas à nos rites électoraux, notre manière de gouverner, nos institutions, que systématiquement, que ce soit les élections locales, nationales ou européennes, on rejoue soit la présidentielle d'avant, soit une pré-présidentielle d'après. Et c'est le risque aussi d'étouffer le débat démocratique français. On parle une fois d'Europe en 5 ans. On a une seule élection européenne où on peut débattre de l'Europe. Il ne faut pas qu'on se la fasse voler, mais ça rentre dans la réflexion institutionnelle également et sur nos rites électoraux. Donc, allez-y, vraiment, de ce point de vue-là, et évidemment, on aura un vote. J'ai voulu activer l'article 23, je crois, des statuts qui vous permet de trancher un certain nombre de questions. Donc c'est les militants qui trancheront des lignes politiques aussi. Je pense que c'est ça aussi, être des partis politiques. Et ça va aussi dans la décentralisation et la démocratisation de notre organisation. Et je pense que ça, on peut en être fier. Et quand on regarde l'action des autres partis en interne, je pense que vous pouvez en tout cas le revaloriser chez nous militants. Merci. Merci beaucoup Stéphane. D'autres questions de la salle? Allez-y, exprimez-vous. Questions, propositions, suggestions? Rémi Ribérotte. Alors, mesdames, hein, voilà 2 messieurs là. Oui, j'en profite N'hésitez pas surtout, à préparer une question. Même si vous n'avez pas encore fini votre mandat, pour saluer ce qui a été fait au niveau européen. Je veux dire par là que précédemment, on était plutôt sur des partis qui mettaient au niveau européen des gens qu'il fallait, j'allais dire, récompenser ou qui étaient plutôt quelquefois écartés pour disparaître un peu de la scène nationale. Et ce fut exactement le contraire. Et ça a été vraiment une réussite formidable que votre mandat, à la fois d'engagement, de pression auprès des instances européennes pour faire avancer les questions majeures au niveau européen, ce qui va faire de la campagne une campagne absolument déterminante. Là où on banalisait un peu la campagne européenne, je pense que là, vous nous avez mis en situation de conduire une véritable campagne européenne. Il va y avoir des enjeux cette fois-ci absolument majeurs, mais c'est tout le travail que vous avez fait qui va nous pousser justement à faire une campagne de grande qualité. Alors je voulais le dire parce qu'il y a un avant et un après le mandat que vous avez fait, vraiment.
Clément, Valérie, un mot? Pierre-Alexandre? Merci, c'est l'occasion, comme dit Clément. Merci beaucoup. Je crois que Rémi, c'est un très beau témoignage de ce que nous, on aurait pu dire, mais évidemment, quand ça vient d'eux autres, c'est beaucoup plus fort. Oui, ce mandat, il a été extraordinaire. On a un bilan qui est extraordinaire, qui n'est sans commune mesure, si on compare avec ce qui est comparable, à savoir la délégation socialiste sous François Hollande et la délégation LR sous Nicolas Sarkozy. Donc oui, on a un bilan qu'il va falloir aller valoriser sur le terrain avec vous. On aura besoin de vous. Et je crois que l'influence, ce bilan-là, évidemment, c'est le fruit de l'engagement du président, c'est le fruit de l'engagement de l'ensemble des députés membres de la délégation l'Europe ensemble, derrière Stéphane, évidemment, en tant que chef de groupe. Et puis, si on a pu arriver si nombreux, c'est grâce à vous aussi. On a mené une campagne extraordinaire en 2019. La campagne l'année prochaine sera décisive, déterminante. Et on aura besoin que tout le monde soit sur le pont. On a un bilan qui est extraordinaire, qu'il faudra valoriser. On a un projet qui est clair, pro-européen, et qui est vraiment très, très fort au sein de la majorité présidentielle. Donc, on compte sur vous, évidemment. Merci. Clément, en duo. Et Marie qui nous rejoint. Super. Non, je vais m'associer aux félicitations, comme je l'ai dit, mais au-delà de ça, on a effectivement, je crois, un bilan collectif qui a été porté partout, qui a été porté sur le terrain par les militants. Et il y a des périodes où c'était difficile d'être pro-européen, au début du mandat, mais aussi dans chacune des crises. On se souvient de la Covid, quand on nous disait « vous vaccinez pas assez vite » et que nous, on disait « on achète les vaccins en européens », les gens nous disaient « vous êtes doublement fous. Vous n'arrivez pas à vacciner vite et en plus, vous allez confier aux gens de Bruxelles d'acheter des vaccins européens. » On a été plus rapide que nos amis britanniques, plus rapide que nos amis américains, et c'est largement dû au fait qu'on a agi de manière européenne. On y reviendra tout à l'heure, donc je ne suis pas plus long. Je voulais simplement dire, parce que ce sont c'est quasiment la dernière année du mandat, enfin c'est la dernière année du mandat de nos parlementaires européens, et il y a encore beaucoup de choses à faire, donc on compte évidemment beaucoup sur cet engagement qui continue. On a fait une très belle présidence française de l'Union européenne qui a aussi mobilisé de manière militante, parlementaire et tous nos élus très largement. Et puis on a fêté la semaine dernière, il y a 15 jours, les 6 ans du discours de la Sorbonne, du président de la République, qui était fondateur au niveau européen. Et là aussi, quand on le regarde, on a quand même beaucoup de choses qui ont avancé. Et on a fait d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais un petit tract qui a été diffusé par le siège, et je remercie toutes les équipes aux militants il y a quelques jours. N'hésitez pas à l'utiliser. Il est évidemment un résumé, mais je crois qu'il est percutant, qui montre bien les choses qui ont été faites dans les différents domaines. Je salue Amélie, que j'aperçois aussi, qui a mené ce combat parmi d'autres avec beaucoup de talent. Et donc on a aussi de quoi expliquer de manière pédagogique, militante, partout, ce qu'on a fait sur l'Europe en quelques actions phares. Donc n'hésitez pas aussi à relayer cela, parce qu'on est dans une période où on a besoin de commencer à faire vivre et revivre ce débat européen avant le grand moment de campagne qu'on attend. Bravo, merci beaucoup, cher Clément. J'en profite pour saluer les collègues députés européens présents. Alors je ne les vois peut-être pas tous, mais je vois là un petit regroupement. Stéphanie Yoncourtin, Pierre Karleskind, et Stéphane Bijoux, qui nous rappelle toujours les Outre-mer et voilà, cette France en grand. Cette France en grand. Voilà. Est-ce qu'il y a Salima Yenbou qui est là-bas? Salima, montre-toi. Voilà. Et la troisième question. Oui, madame. Et quelqu'un par là? Voilà. On va peut-être prendre les deux successivement avant d'y répondre. Bonjour, moi je viens de l'Aisne et il est vrai, pour avoir fait la grande marche européenne, que le défi c'était de s'approprier l'Europe, de la faire plus présente. Et je pense que nous avons réussi. Nous l'avons particulièrement réussi pour nos adhérents et pour les marcheurs à l'époque. Il faut continuer et porter ce message. Et vous avez tenu vos engagements. Ça, il faut le faire savoir. Pour la campagne à venir, comment est-ce que vous allez l'aborder? Parce qu'il me semble qu'il y a quand même deux France qui maintenant se croisent. Vous avez une France rurale pour qui la PAC était très très importante, mais donc qui ne regardait pas les problèmes de défense et d'immigration. Or, les problèmes de défense et d'immigration s'invitent dans la ruralité. Et vous avez aussi une France qui est plus urbaine, pour qui la PAC était quelque chose, je pense, d'assez abstrait, mais qui était beaucoup plus inquiète quant aux questions de frontières. Donc je crois qu'aujourd'hui, ça se croise. Et ce sont deux thèmes qu'il faut absolument porter et
différemment, mais dans les deux France. Merci beaucoup, chère Sossane, donc, qui nous vient de l'Aisne, présidente de l'Assemblée départementale. Alors, elle a toujours un... Comment dire, puisqu'on a dit qu'on était presque au Festival de Cannes avec les spots, elle arrive toujours au moment pour être citée, pour être visible, c'est Irène Tolleret. Ah, c'est surprise, là. Hein, voilà. Je passe la parole là. J'ai pas vu. Vas-y. Oui, bonjour. Donc Anna Stepanov, conseillère régionale Centre-Val de Loire, et aussi, donc je viens d'Eure-et-Loire, du 28. J'ai une proposition et une question. Donc ma proposition, c'est sur le plan écologique. Je voulais saluer le travail que vous faites au niveau européen. Et puis maintenant aussi au niveau national, on a beaucoup d'annonces, donc beaucoup de choses qui restent encore à mettre en œuvre. Et je voulais remercier Pascal Canfin qui a organisé 2 rencontres avec les adhérents, les élus, sur ce sujet très important. Et puisqu'on va devoir engager les territoires prochainement sur la transition écologique d'une manière très rapide, très importante, je voulais suggérer qu'on désigne un délégué transition écologique au sein de chaque bureau, de chaque département. Comme on a aujourd'hui des délégués Europe, délégués éventuellement formation ou sur d'autres thématiques pour porter cette transition sur les territoires, peut-être travailler avec les échelons locaux. Voilà, ça c'est une proposition. Et une question un petit peu différente sur la structuration, l'organisation du parti sur les territoires également. Donc étant conseiller régional, je charge beaucoup avec des maires très locaux, donc très ruraux même chez nous. Et c'est parfois peu visible. Donc vous savez, le parti est parfois à cette image assez parisien. Et donc aujourd'hui, on a une assemblée qui représente les départements. On a élu des délégués par circonscription, mais dont le rôle, j'aimerais avoir votre vision sur le positionnement de ces délégués. Puis, on entend parler, donc il y a des délégués aussi régionaux. Quel est leur rôle? Il me semble, il y a des régions que ça a été désigné, ça n'a pas été désigné. Voilà. Quelle est cette structuration à travers l'ensemble des strates, des territoires, par rapport à, par exemple, aussi au parti Horizon que je vois qui désigne des délégués par commune? Voilà. Quelle est la vision dans la structuration territoriale du parti? Merci. D'accord, merci beaucoup Anna. Donc 2 questions. Ne faudrait-il pas avoir systématiquement dans toutes les assemblées départementales des responsables pour l'écologie? Je dois dire que chez moi, on en a un. Hein. Les assemblées départementales sont libres, mais tu poses la question plus globalement. Est-ce qu'il ne faudrait pas un réseau national? Et puis la question des délégués régionaux, désignés ou pas, c'est pour monsieur le secrétaire général, la question? Voilà, ça fait partie des questions de structuration. Et Sossène, on n'a pas oublié tes 2 questions sur la campagne plutôt rurale, défense et immigration, et les thèmes plutôt urbains. Comment on pourrait avoir une campagne ciblée et adaptée. Je passe la parole, avant de passer aux réponses, à François Patria. Merci Fabienne. Je voudrais revenir un instant sur les propos. Je remercie Franck tout à l'heure. Un instant sur les sénatoriales. Il a fallu pour les sénatoriales, les amis, mener des combats héroïques partout, faute de combattants élus au municipal, vous l'avez compris. Mais aussi parce que le fait que nous avions contre nous des alliances parfois contradictoires entre nos opposants de droite comme de gauche pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de macronistes élus au Sénat. Vous savez qu'être macroniste au Sénat, c'est être protestant interépiscopal. C'est à peu près cela, je vous le dis comme tel. On existe là, tout le monde est contre nous à chaque fois il y a des alliances, sur tous les textes, surtout. Mais on arrive quand même parfois à faire le lien pour trouver une majorité avec les Républicains, tellement divisés au Sénat, où la tendance Bertrand aujourd'hui est devenue très forte, et puis une opposition là de gauche qui nous est très, très défavorable par ailleurs. Donc on aurait pu faire un peu mieux, je vous le dis comme tel. On nous avait donné agonisant, on nous avait dit qu'on serait effondré. On termine avec un score tout à fait honorable, mais avec un peu plus de cohérence entre nous, et ça m'appelle pour les futures élections. Si on fait plus de cohérence entre nous, si on arrive à faire preuve d'un peu plus d'autorité, et je sais que Stéphane, je sais que toi, les 2 Stéphane, tu as fait tout ce que tu as pu pour le faire, mais on pourrait le faire encore un peu plus sur le terrain.
Et puis dire aussi qu'on a eu de belles victoires, notamment, vous avez cité dans l'Orne, Olivier, mais d'autres, où on a frisé la victoire dans beaucoup de départements. Et les échecs, ceux qu'on a perdus, on les a perdus à 2, 12 et 13 voix. Ça veut dire. Donc on aurait pu être beaucoup mieux. Mais je voudrais, c'est ma contribution, parce que tout à l'heure je ne voulais pas revenir dessus, vous dire simplement qu'il faut souligner que dans notre groupe, aujourd'hui, nous avons la moitié d'élus de l'outre-mer. Et je veux dire une chose, c'est qu'ils sont très courageux. Parce que porter la parole aujourd'hui du gouvernement dans l'outre-mer, vous prenez à Mayotte, vous prenez à La Réunion, vous prenez en Guyane, vous prenez en Guadeloupe, c'est très difficile. Et ici, il y a Teva qui était avec nous. Je ne sais pas si Teva est avec nous, qui représente les plus étrangers. Il y a ici des gens qui... Teva, je te remercie. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller à leur stand tout à l'heure faire un tour parce qu'ils sont très courageux. Ils ont été terriblement sollicités par la gauche, par la droite, par tout le monde. Et ils ont malgré tout accepté de rejoindre notre groupe où ils existent vraiment, où ils font un travail non pas seulement défendant les Outre-mer, mais défendant aussi toutes les lois franco-françaises, enfin métropolitaines, ils le font comme tel, pardon, métropolitaines, ils le font avec beaucoup de détermination, beaucoup de présence, ils sont très présents avec nous. Et je voulais, tout à l'heure on l'a dit pour toi, mais qu'on salue vraiment ici tous les élus de l'Outre-mer qui bossent vraiment avec nous. Merci. Merci beaucoup, cher François, sur la vision de la campagne plutôt urbaine avec des thèmes, sur voilà, savoir adresser les sujets. Je ne sais pas qui souhaite répondre. Ou est-ce qu'on considère que c'est une contribution en fait à la réflexion? Pascal, tu peux peut-être sur le fond. Sinon, sur l'organisation, je pense qu'on sent bien qu'il faudra des thèmes et que chacun, en fait, sur ces territoires, pourra utiliser les thèmes, les valoriser. Ou je pense au dos du tract que tu évoquais, Clément, qui pourra être personnalisé, enfin adapté département par département. Pascal, sur le fond. Je pense qu'on a surtout besoin de collecter vos sentiments et vos impressions pour précisément organiser la campagne et les thèmes de campagne pour être le plus efficace possible. On a un bilan, et merci de l'avoir salué. On ne gagne pas sur un bilan. C'est mieux d'avoir un bilan que de ne pas en avoir, mais on gagne aussi sur un projet. Et on gagne sur quelques clivages. Et je crois qu'on a intérêt à faire remonter donc, tout ce que vous ressentez comme étant des attentes insatisfaites ou au contraire des éléments où les gens se sont dit bah oui, heureusement qu'il y avait le plan de relance européen parce que sinon il y avait des millions d'emplois qui auraient été perdus. Ou au contraire, en fait, le plan de relance européen, 750 milliards d'euros, une réussite historique dont on aura l'occasion de reparler, en fait, tout le monde l'a oublié. Et ça, pour nous, c'est très difficile de le savoir. Donc on a vraiment besoin d'avoir des capteurs. Donc faites-nous remonter tout ça. Et puis pour faire le lien avec la question sur l'écologie et la ruralité, je pense qu'effectivement, sur une des grandes différences entre la campagne précédente et celle-ci, c'est qu'on peut faire le pari que les sujets écolos, il y avait un seul front jusqu'à présent. Le seul front, c'était de ceux qui trouvaient qu'on n'en faisait jamais assez. Et que maintenant, il y a un deuxième front, c'est ceux qui pensent que ça va déjà beaucoup trop vite. Donc les voitures, l'isolation des bâtiments, etc. Je fais référence à des débats qui nous occupent aussi au niveau national. Et ce double front, il faut qu'on s'organise pour le traiter de manière unie, cohérente et offensive. Et rappeler, par exemple, qu'une de nos grandes réussites au niveau européen, c'est la taxe carbone aux frontières. Je pense que vous l'avez tous en tête. Le Rassemblement national n'a pas voté la taxe carbone aux frontières. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut aller expliquer dans les zones industrielles, dans les usines, auprès des salariés, auprès des syndicats. Nous, on les a protégés et pas eux. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut qu'on travaille bien ensemble de façon à être le plus offensif possible. Voilà quelques éléments sur les délégués régionaux par Olivier. Oui, juste pour dire que pour ce qui concerne les délégués régionaux, il n'y a aucune obligation en réalité. Donc nous avons 3 régions qui ont désigné des délégués régionaux. La région Sud avec Renaud Muselier, la région Pays de la Loire avec Valérie Ayer et la Normandie avec Antonin Guimard. Mais on est vraiment sur un rôle de coordination, un rôle d'image au niveau de la région. Et la désignation se fait sur les règles de consensus, puisque aucun candidat, aucun délégué régional ne peut être désigné si les 4/5 des présidents d'assemblée départementale de la région ne sont pas d'accord. Et donc on cherche une majorité de 4/5 des présidents d'assemblée départementale. Donc on est vraiment dans du consensus pour avoir ce rôle de coordination. Au niveau local, les délégués de circonscription sont souvent les parlementaires en exercice. Il y a aussi des adhérents avec un objectif, c'est d'avoir une forme d'incarnation et de préparation, de coordination pour que là où nous avons perdu en 2022, soit quand nous étions sortants, soit quand nous ne l'étions pas, on puisse préparer le terrain pour les prochaines élections législatives. Et enfin, sur la structuration des bureaux des assemblées départementales,
chaque bureau est vraiment libre de désigner qui il souhaite. Alors peut-être qu'on peut désigner un délégué à la transition écologique et énergétique partout, ça peut être utile. J'appelle juste l'attention de tous sur le fait que quand on désigne trop de délégations obligatoires, c'est-à-dire quand on a trop de postes obligatoires dans les bureaux, d'abord on n'est plus tout à fait fidèle à notre idée de décentralisation et on finit par créer des silos, quel que soit le thème de la délégation, mais créer des silos, ce qui est parfois un peu problématique. Mais évidemment, c'est un sujet qui est tellement important qu'on a du mal à imaginer que dans les différents bureaux départementaux, il n'y ait pas un ou deux militants et cadres qui s'en occupent. Voilà, j'ai une demande de prise de parole de Clément. Non, juste en 2 mots, c'était pour répondre sur le sujet des thèmes européens. D'abord pour dire, je n'ai pas tout détaillé dans la présentation de l'activité, du rapport d'activité qu'on avait aussi demandé aux référents Europe et au président de l'Assemblée départementale de nous faire remonter tous les sujets qui reviennent beaucoup sur les débats européens et de cartographier en quelque sorte aussi les actions positives, ça peut être des financements, ça peut être un projet, pas seulement dans les thèmes un peu classiques, si je peux dire, type agriculture ou financement de telle ou telle infrastructure, rond-point et autres, mais tout ce que l'Europe a pu faire localement, qu'on peut aussi valoriser et qu'on peut vous aider à valoriser au moment où on sera aussi dans un temps de campagne. Juste une remarque politique dans le sillage de ce que disait Pascal, puisque vous avez mentionné les thèmes difficiles, défense, immigration, sur lesquels... la vision générale, si on est franc, c'est que l'Europe ne fait pas assez, va pas assez vite, est naïve encore, etc. Il y a quand même des choses qu'il faudra rappeler. Ça ne suffira pas, un peu en défensif, mais on le voit quand, par exemple, en Italie, au hasard, on a un gouvernement qui a expliqué qu'il allait faire sans l'Europe et que maintenant, quand il y a une crise migratoire, je cite la présidente du Conseil italien, dit « on veut de la solidarité européenne ». Ça fait quand même réfléchir sur ceux qui nous disent qu'on peut résoudre ces problèmes en fermant les frontières et en se passant de l'Europe. Donc je pense qu'on a aussi quelques arguments, même sur ces thèmes difficiles, ça ne suffira pas encore une fois, mais commencer par ces petits rappels politiques de clivage assez sains. Merci. Je passe la parole à Sylvain, Brigitte et Stéphanie. Avant de vous redonner la parole, n'hésitez pas à lever la main. Merci beaucoup Fabienne. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le renouveau démocratique. Ça s'incarne aussi, nous, à l'Assemblée. Je crois qu'il faut aller chercher les oppositions et montrer leurs contradictions, mais aussi en leur demandant, en leur disant de venir travailler sur certains sujets. C'est ce qu'on fait depuis 1 an, sous l'impulsion de Yael, sous l'impulsion d'Aurore. On va accélérer, vous verrez sur les prochains textes et les propositions que nous portons, très souvent nous associerons d'autres groupes, d'abord pour avoir une majorité, parce que c'est évidemment la complexité dans laquelle nous sommes, d'avoir une majorité, même si les Français en fait, pensent que nous avons la majorité. C'est toujours un combat au quotidien, amendement par amendement. L'oubli, hein, ce n'est pas que les lois, c'est amendement par amendement. Et donc, on va incarner aussi cette main tendue, mais qui fait aussi sortir les oppositions de leur opposition stérile et qui montre qu'on peut travailler les uns avec les autres. Donc, on va l'incarner, on continuera à l'incarner à l'Assemblée. Merci. Brigitte, tu peux lui passer... Bravo, on l'applaudit. Sylvain, qui coordonne son groupe, qui fait face tous les matins à Mathilde Panot et au Rassemblement national. Ça doit être dur au réveil d'y penser. Il adore ça. Il adore ça. Bon, bonjour à toutes et tous. Moi, je pense que ce que tu citais, Pascal, comme thème de campagne pour l'Europe, on ne pourra pas faire l'économie dans certains départements, comme le mien notamment, et notamment en question de clivage avec le RN, voire même LFI, sur la crise migratoire, parce que nous sommes complètement impactés. Et je peux vous assurer que ça a un impact extraordinaire et que ça a marché. Et de même, le clivage ruralité-urbain, moi je l'ai pris en pleine figure pendant toute la campagne des sénatoriales, et ça nous donne aujourd'hui 5 députés RN plus un sénateur RN. Et quand dans un département, sur 4000 grands électeurs, on a 545 grands électeurs qui font le pas, qui ont fait le pas maintenant de voter RN, on peut se dire que c'est très dangereux. Donc il s'appuie sur la crise migratoire, je peux vous le dire, à tous les niveaux. Toutes les nuits, nous avons des images dramatiques, inhumaines, toutes les nuits sur nos plages. C'est très banal, maintenant ça fait ça dans la Voie du Nord, alors qu'avant c'était des pages entières. Ce sont des familles, ce sont des enfants, il y aura forcément des corps retrouvés sur les plages. Et donc ce que vit l'Italie, nous le vivons à notre format aussi dans le Pas-de-Calais. Donc on ne pourra pas faire l'économie. Et tout ça dans le côté humain des choses. Et quand on parle aussi aujourd'hui, et que je vois des députés LR de mon département associer les punaises de lit, aux migrants, parce que ça c'était le RN, mais maintenant c'est LR aussi, et ça date d'hier, on le dénonce même plus. Donc il va falloir qu'on fasse de la politique et qu'on ramène tous les sujets européens le plus possible dans nos départements de manière caractérisée.
pour que ça parle aux gens, parce que sinon, et qu'on montre les vrais combats et les vraies ambiguïtés de ces partis d'extrême que tu viens de rappeler, Clément, avec par exemple le gouvernement italien. On est complètement là-dedans, et je crois qu'il va falloir qu'on muscle un peu cette campagne, qu'on soit pas trop techno, qu'on montre pas seulement les belles choses qu'on fait, mais montrer aussi le clivage réel qu'on a avec ces partis-là. Voilà. Merci. En un mot, nous travaillons à la solution qui est le pacte asile-migration et systématiquement, ID et ECR, c'est-à-dire là où sont Zemmour et le RN, s'opposent. Les seuls moments où ils travaillent, c'est pour déposer des amendements de rejet. Donc ils dénoncent un problème et font tout pour empêcher de progresser dans la voie de la solution. Pour tout savoir, venez au débat asile-migration demain matin avec des gens compétents sur le... je parle pas de moi. Il y a Stéphanie Yoncourtin qui voulait dire un mot. Là-bas, je vois une main se lever. Patricia, Marie, Salima, on va y arriver. 1 minute chacun, si vous voulez bien. Merci. 59 secondes. Bonjour à toutes et à tous. Pour rebondir sur ce qui a été dit sur la méthode pour les européennes, je pense qu'il y a 3 mots qui sont importants. C'est le collectif. Plus que jamais, le concret, Brigitte en a parlé, c'est extrêmement important de parler à chacun de nos territoires. Et la complémentarité, cette complémentarité, on l'offre à travers la diversité de ce qu'on représente, nous, dans cette délégation Europe Ensemble. Jamais on a eu 23 députés européens de toutes les régions confondues. On siège dans toutes les commissions, donc ce bilan, il est déjà important à porter, avec cette adaptation à chaque fois dans nos territoires. Parler concret, c'est extrêmement important et c'est vraiment plus que jamais un cadeau que finalement nous offrent les crises qu'on a vécues. Vous avez parlé du Covid, le Brexit également. Pour être normande, je peux vous dire qu'il y a des sujets constamment. Amélie et Clément savent de quoi je parle. L'agriculture. Donc, il faut dérouler, mais il faut dérouler collectivement et montrer que l'Europe, plus que jamais, elle est concrète, elle est nécessaire. C'est le bouclier, passage obligé, qui... Il ne faut pas non plus qu'on soit naïf. Et je voudrais aussi saluer la victoire, François en a parlé au sénatorial, parce que c'est une vraie victoire, d'Olivier Bitz. Cette terre de l'Orne, c'est une terre de droite, très très à droite. Et Olivier, pour les sénatoriales, fait un job extrêmement important. Je remercie beaucoup François qui l'a accueilli au Sénat. Et vous montrer que tout est encore possible. Rien n'est jamais acquis. Et je pense que véritablement, il faut qu'on fasse de ces victoires encore la promotion et qu'on s'empare de ça collectivement. L'heure n'est plus du tout aux dissensions. C'est à l'extérieur qu'il faut combattre et pas entre nous. Une main levée, quelqu'un qui voulait... Allez-y. Et après Marie, puis Salima, puis... Bonjour à tous, Alexandre Arlin, du coup président de l'Assemblée départementale du Gers. Moi, je voulais juste saluer et parler d'un sujet plus national, mais qui me tient un peu à cœur. C'est du coup l'expérimentation de la tenue unique, sujet qui a été mis à consultation, porté à débat pour la consultation des adhérents. Je trouve que c'est assez important qu'on discute vraiment de ce point tous ensemble, parce que peut-être que déjà on n'a pas tous le même avis, mais vu les récents événements, je pense que ça peut être vraiment bien qu'on refasse de l'école un petit peu ce lieu qui accueille toutes et tous les enfants de la République de manière égale. J'aimerais juste apporter une petite suggestion. Le sujet étant éminemment politique. On est bien sur la tenue unique à l'école. Tenue unique à l'école, voilà. Bien sûr. Stéphane rappelle que cette question figure dans la liste des questions qui a été proposée. J'aimerais juste apporter une petite suggestion par rapport à la manière dont est posée la question de l'expérimentation de la tenue unique à l'école. Je pense qu'il serait opportun qu'il y ait une expérimentation nationale qui soit pilotée un petit peu comme le Pass Culture dans des départements témoins, plutôt que de le laisser à la discrétion des élus locaux, parce qu'on prend un risque de vraiment politiser ce sujet avec des élus plutôt de droite ou d'extrême droite qui vont s'accaparer le sujet, alors que c'est un sujet vraiment universel et laïque et qui doit être au cœur, je pense, de nos valeurs. Merci. Merci beaucoup pour cette proposition. On passe la parole à Marie, si on peut lui tendre le micro. Marie. Bonjour à tous. Madame. Marie Guévenot, présidente de l'Assemblée départementale de l'Essonne. Et
On m'entend? Micro sur le menton. Ouais. Ok, c'est bon, le son marche maintenant. Donc Marie Guévenoux, présidente de l'Assemblée départementale de l'Essonne et membre du Burex. On sort d'un première débat. questeur. On sort d'un débat à l'Assemblée nationale. Enfin, on en sort et on va y revenir la semaine prochaine sur la sécurisation et la régulation de l'espace numérique. Et avec 200 parlementaires, à l'initiative d'un de mes collègues, Paul Midi, je ne sais pas s'il doit être là, mais pas dans le Conseil national, on a déposé des amendements visant à inciter les Français à doter d'une identité numérique et les plateformes à permettre d'avoir des comptes certifiés. En clair, à avancer sur l'anonymat en ligne. Donc, au fond, aujourd'hui, personne n'est anonyme sur Internet, mais sauf qu'il y a un sentiment d'anonymat qui donne lieu à un certain nombre de débordements de comportement. On a eu 200 députés qui ont co-signé cet amendement. On a été obligé de retirer cet amendement pour des raisons qui tenaient en fait à la conventionnalité de la loi, à la constitutionnalité de la loi. Mais ce que l'on a pu constater, c'est que nos oppositions étaient très gênées en fait sur ces questions. Et au fond, ça nous fait un marqueur très fort sur lequel on peut, me semble-t-il, avancer dans le cadre du débat européen. On avait marqué des points grâce à la France et grâce à nos collègues députés européens et à notre groupe sur toutes les avancées qu'on a obtenues en termes de protection des citoyens en Europe, sur le DSA, le DMA, le DGA, enfin bref, donc voilà. Et je pense qu'on a vraiment, je le dis aux collègues européens et à tous ceux qui seront en charge de la campagne, on a une possibilité là de marquer des points très forts, parce qu'on a aujourd'hui de plus en plus de parents, de victimes, de gens qui savent pas, qui sont démunis par rapport à ce qui se passe sur le numérique, et qui, au fond, se retrouveraient tout à fait en soutien de ce type de proposition. Je pense que c'est un débat qu'on pourrait aussi animer en interne. Merci beaucoup, Marie, pour cette proposition très concrète. Lien entre un texte européen et action des députés de la majorité au niveau national. On est vraiment sur un sujet qui touche les gens. Monsieur et madame, une question. Puis, alors, j'ai beaucoup de demandes d'intervention et j'ai Christelle qui me stresse, parce qu'on devrait déjà passer à la présentation du rapport final. Donc, si vous le voulez bien, 1 minute chacun, percutant. Monsieur, qui a levé le bras, puis Salima, puis l'autre main levée devant, puis Patricia Miralles, Agnès Pannier-Runacher. Go. Bonjour, Nicolas Mancier de Paris. Moi, je voudrais revenir sur, on va dire, le mandat présidentiel et le mandat national législatif, les 5 ans et les enjeux qu'on a. On a forcément un enjeu européen, on en a parlé. On a un enjeu écologique, on en a parlé. On a un enjeu sur l'éducation qui se remet en marche avec le nouveau ministre et on commence à en parler beaucoup. Je voudrais aussi qu'on n'oublie pas l'enjeu de santé et l'enjeu sur les hôpitaux, qui est un des enjeux du quinquennat. Et j'en ai pas entendu parler aujourd'hui, donc je me permets d'intervenir pour qu'on soit force de proposition, le parti, et qu'il y ait les groupes de travail qui vont bien, et force de proposition sur ce sujet. Merci beaucoup. La santé est un sujet majeur. Salima. Merci. Donc Salima Puis Yennou, Patricia et députée Agnès. européenne. Alors moi, c'est un petit peu un appel que je vais faire depuis. Micro. Ça marche pas? Plus près. Là. Oui, je sais plus ce que j'ai. C'est plutôt voilà un appel. Merci. Depuis que j'ai été élue, j'ai fait un lien entre cette belle maison qu'est l'Europe avec la belle maison dans laquelle j'étais, des quartiers QPV. Voilà, d'où je viens. Et j'ai fait ce lien grâce à l'Europe, justement. Donc moi, je vous invite à aller voir ces gamins. Moi, je le fais à travers les lycées professionnels. Je mets en action ces gamins autour d'ateliers concernant l'Europe. Je leur apporte les opportunités européennes. Et c'est l'occasion, en plus, de discuter de différents sujets. Par exemple, la semaine dernière, à Dreux, on a beaucoup échangé sur les migrations. Et on a beaucoup échangé sur l'abaya. Et c'est des moments privilégiés justement pour déconstruire avec ces jeunes tout ce que LFI leur met dans la tête. Donc je crois qu'il est vraiment, vraiment important d'investir dans la perspective des européennes, ces quartiers, mais aussi les zones rurales, madame, parce que c'est aussi, j'y vais aussi, où il y a en plus aussi des quartiers, des QPV. Allez chercher ces gamins. Ils aiment lorsqu'on vient, on s'intéresse à eux, lorsqu'on vient les chercher. Et je vous assure qu'il ne faut absolument pas les laisser dans les mains de LFI, voire du Rassemblement national, parce qu'il y a une dérive aussi vers le Rassemblement national qui sait leur parler sur des thèmes abaya, etc. Ils arrivent à récupérer ces gamins-là, mais c'est incroyable, je ne sais pas comment ils font. Donc allez-y.
Les députés européens, et je pense que je peux parler pour nous tous, on est à votre disposition pour vous accompagner dans ces quartiers et déconstruire tout ce qu'on leur met dans la tête. Ils sont prêts à entendre ce qu'on a à leur dire. Et dans les campagnes, c'est la même chose. Merci beaucoup, Salima, pour ton engagement sur ce sujet. Je passe la parole à Patricia Miralles. Patricia, tu étais par là-bas ? Voilà. Oui, bonjour à tous. Je voulais revenir sur l'immigration. Parce qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas, c'est que tous les jours, moi j'ai des soldats, des marins, qui ramassent, si je peux employer ce terme, des enfants morts, des femmes et des hommes, des cadavres, tous les jours, et que ça... Le syndrome post-traumatique, il est aussi là, pour tout le monde, pour tous ces gens qui sont engagés et qui, tous les jours, voient l'horreur. Alors, quand on parle d'immigration, c'est bien aussi de parler et de regarder l'autre côté, c'est-à-dire l'horreur, ce qui leur arrive alors qu'ils attendent tant du pays dans lequel ils viennent et ils se retrouvent sur nos plages avec leurs enfants morts dans les bras. Je crois que ça aussi, il faut qu'on le porte parce que l'humanité, la solidarité, la France, l'Europe, c'est aussi ça. Et que l'immigration, ce n'est pas que les gens qui vont venir, qui vont être des caffeurs ou des caffeuses. C'est des gens qui ont envie de vivre, c'est des gens qui ont envie de travailler. Et quoi qu'on en dise, aujourd'hui, la France et l'Europe en a besoin. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord sur les quartiers populaires, puisque moi aussi, je suis née dans les quartiers populaires. On a une belle jeunesse en France. Il faut aller les voir, il faut aller leur parler. Ils n'attendent que ça. Et si LFI leur en met plein la tête, c'est qu'eux, ils ont infiltré tous les quartiers, ce que nous ne faisons pas, et je le regrette. Donc il faut y aller, il faut peut-être qu'on vous donne des mots, des codes, des choses à employer avec eux, parce que ces jeunes, à part TikTok et Instagram, c'est comme ça qu'ils regardent la politique. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous faisons ici, et donc nous devons aussi prendre notre part dans ces quartiers. Voilà, merci. Merci beaucoup, chère Patricia. Je voudrais dire qu'à l'initiative de Catherine Chabot, de Pierre Karleskine, ici présents, nous avons fait adopter une résolution sur le sauvetage en mer, sur la coordination des moyens. C'est un sujet complexe, international, mais nous essayons d'y travailler parce que ce que tu as évoqué est effectivement pour nous essentiel. Nul ne doit perdre la vie parce qu'il tente de rechercher une vie meilleure. Alors je suis obligée de limiter les prises de parole, sinon Christelle va m'étrangler, va me pendre au écourt. Je passe la parole encore à Agnès et Irène, si elles le veulent bien. Agnès Pannier-Runacher, notre dynamique ministre qui gère la transition écologique et qui se bat sur tous les fronts. Merci beaucoup. Énergétique, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être deux mots. Un, rebondir effectivement sur ce que vient de dire Brigitte et Patricia. Je discutais avec le préfet du Pas-de-Calais avant-hier, qui me dit on a tellement bien réussi à empêcher le franchissement de la Manche pour aller vers le Royaume-Uni qu'en fait on est confronté à une situation intenable d'accumulation de migrants qui souhaitent traverser et que ça va se voir, c'est-à-dire qu'eux se retrouvent un peu dépassés. Et donc, cette espèce de phénomène de reflux, je pense qu'il faut en être extraordinairement conscient. Et effectivement, c'est un truc qui fait très mal sur notre territoire. La deuxième, et la dimension évidemment d'humanité qu'il y a derrière, où on est déchiré entre une forme de fermeté que nous devons afficher et une dimension de non prise en cause, de compte de la réalité des situations individuelles. La deuxième chose, c'est sur l'énergie. Je pense que dans les élections européennes qui vont venir, l'énergie va être un sujet central parce que c'est un sujet régalien, plus qu'économique, parce que c'est un sujet social, parce que c'est un sujet explosif entre les pays européens, puisqu'on se fait la guerre au lieu de faire la guerre d'une certaine manière à d'autres géographies. On le voit dans les tensions qu'il y a entre l'Allemagne et la France. Et puis parce que c'est un sujet sur lequel le Rassemblement national s'est positionné. Et au fond, le Rassemblement national ne dit plus « j'aime pas l'Europe », le Rassemblement national ne dit plus
il faut sortir de l'Union européenne. Ils ont compris que ça ne marchait pas électoralement. Ils ne disent plus il faut sortir de l'euro parce qu'ils ont compris que ça ne marchait pas électoralement. Et donc, le nouveau, the New Black, c'est il faut sortir du marché de l'électricité européen. C'est la même chose. Il faut qu'on réponde avec le même niveau d'argument qui est qu'en gros, sortir du marché de l'électricité, au-delà des technicalités, ça veut dire se priver d'une sécurité d'approvisionnement en électricité et que si l'année dernière on ne l'avait pas eu, on serait dans le noir, tout simplement. Et je pense qu'on est beaucoup trop complexe et qu'il faut se positionner en régalien et prendre ce sujet aussi central dans nos mains. Pareil pour l'écologie. L'écologie, c'est jamais qu'un prétexte pour ressasser les mêmes affaires, la haine de l'étranger et la thématique des classes populaires contre les élites. Et donc, on retourne à des vieux trucs bien rances. Donc, là aussi, il faut qu'on sache répondre sur les choses qui sont fortes et qu'on porte en termes de valeurs. Merci beaucoup, chère Agnès, pour cet argumentaire très, très puissant. Et bravo pour ton action au quotidien. Je passe la parole à Irène et je n'oublie pas de passer la parole à Marie qui nous a rejoint entre-temps. Bonjour à tous et merci. Je voulais juste rebondir sur ce qui avait été dit notamment par Marie Guévenoux. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été faites au niveau européen sur des grands débats d'idées. On voit qu'en même temps, on a des crises sur lesquelles on est aligné sur les sujets importants et nos positionnements politiques et qu'en face, on a une hystérisation du débat politique en France qui font que les mêmes citoyens qu'on va devoir persuader d'aller voter aux européennes peuvent se demander mais à quoi bon ? Je crois qu'il faut être fier, non pas que du bilan, mais de ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'en 2014, le Rassemblement national a fait un carton plein aux européennes parce qu'il incarnait le non à l'Europe. Grâce au président Macron, il a eu le courage de dire en fait, l'Europe, c'est parce que l'Europe sera forte, que la France sera forte, et il a remis l'Europe au sein du débat politique avec le discours de la Sorbonne. On s'est pris le Brexit, la Covid, la crise énergétique, la guerre en Ukraine. On a maintenant un sujet énorme, non seulement sur la migration, mais également sur une crise alimentaire avec le fait qu'aujourd'hui, 2 actifs avec enfants dans toute l'Europe ont du mal à payer leur alimentation en fonction du salaire. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que pendant cette hystérisation du débat politique en France, en même temps, à l'Assemblée nationale, il y a tout un tas de textes qui ont été votés. Et même au Parlement national, on a le Rassemblement national qui a essayé de se réapproprier même des lois françaises, comme les lois sur les incendies. Donc, on a été au rendez-vous sur l'Europe qui protège. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que je crois qu'on incarne le vote utile aux prochaines élections européennes, parce qu'on est en gouvernance en France, parce qu'on a fait le taf au niveau du Parlement européen sur tous les sujets, les grands comme les petits, mais n'oublions pas la sécurité civile. Merci beaucoup, chère Irène. Quelques mots pour Marie qui nous a rejoint. Merci. C'est bon. Merci beaucoup, Fabienne. Peut-être un mot pour remercier Antoine qui a bien voulu du coup me suppléer le temps que j'arrive, mais surtout pour vous dire, la question des finances du parti a été évoquée, mais surtout, maintenant qu'on a délégué une partie du budget global aux assemblées départementales, on a vraiment besoin que vous vous emparez de ce budget pour aller sur le terrain, organiser des rencontres, organiser des conférences. On ne veut pas que ce parti ce soit qu'un parti national basé à Paris. On veut qu'il existe partout dans les territoires et notamment dans les territoires où malheureusement nous avons perdu les élus nationaux et notamment des parlementaires. Et pour ça, on a besoin de l'ensemble des représentants des assemblées départementales pour être force de proposition, pour aller faire vivre ce que l'on porte à l'Assemblée, ce qui est porté au niveau européen, partout sur le territoire. Et donc, utilisez ces fonds qui vous sont donnés, qui vous sont distribués pour faire vivre ce qui est porté par vos représentants. N'ayez pas honte de notre bilan, soyez-en fiers parce que c'est un très beau et c'est un très bon bilan. On va avoir besoin de vous en vue des européennes. Et donc, allez-y, cet argent, il est fait pour vous, il est fait pour organiser des événements. Merci Fabienne. Merci beaucoup. On a la chance d'avoir une trésorière qui nous dit « dépensez l'argent ». Voilà, repartez avec, mais utilement. Voilà, maintenant nous arrivons à la présentation de la contribution du bureau exécutif. Donc,
il n'y a pas eu d'autre contribution qui est arrivée à temps pour être examinée. Donc c'est la seule qui sera présentée ici à notre Conseil national. C'est Franck Riester qui nous la présente. Merci Fabienne. C'est une proposition que nous avons discutée en bureau exécutif. Bien sûr, les Européennes sont... Et l'enjeu européen est au cœur de ce campus. Et donc c'est une partie formelle où je dois vous lire et qu'on adopte la résolution que nous avons travaillée et votée en bureau exécutif. Je cite, « Les élections européennes de mai 2024 seront décisives. Décisives pour relever les défis de l'époque, réchauffement climatique, enjeux migratoires, dérèglements géostratégiques, ingérence, régulation numérique qui exigent tous une réponse européenne. Décisives pour poursuivre l'aventure de dépassement politique initiée en France en 2017, prolongée aux élections européennes de 2019 et confirmée par l'élection présidentielle de 2022. Le parti Renaissance entend être au rendez-vous de ce moment démocratique majeur. Pour y répondre, le Conseil national du 7 octobre a arbitré les décisions suivantes. Les élections européennes doivent porter sur des enjeux européens. Les adhérents et responsables du parti Renaissance s'opposeront résolument à toutes les tentatives de détournement du débat ou à leur réduction à des enjeux purement nationaux. L'unité dans la diversité a présidé à la création de l'Union européenne. Cette devise est aussi celle de notre parti. Renaissance acte le principe d'une liste commune avec l'ensemble des partenaires de la majorité présidentielle en vue de l'échéance de juin 2024. Il est donné à notre secrétaire général Stéphane Séjourné mandat pour mener les discussions avec les partenaires politiques de la majorité présidentielle et poursuivre l'élargissement aux forces démocratiques et européennes qui voudraient nous rejoindre. Alors, comme dirait, fin de citation, comme dirait Fabienne, ce n'est pas amendable. Et donc, nous aurons l'occasion, bien évidemment, de reparler de tous ces enjeux pendant tout le campus. Stéphane y reviendra, évidemment, pendant son discours demain. Mais je compte sur vous pour que cette résolution ait un soutien massif. Voilà, Fabienne. On l'applaudit. Avant d'avoir quelques mots de conclusion de Renaud Muselier, oui, 30 secondes, et puis de Stéphane Séjourné. Non, c'est quand même notre seul président de région, voilà, qui fait partie du mouvement. Et il se bat contre le RN. Et je vous dis, Pascal me le soufflait, que nous préparons un livret spécial face au RN, hein, pour vous donner un max d'argumentaire. Voilà. Il est presque sous presse. Voilà, vous aurez les arguments, tout sujet, migration, mais aussi leur attitude sur plein d'autres textes. Chers collègues, nous allons voter maintenant. C'est important. C'est les orientations que Franck vient de vous présenter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Vote à la quasi-unanimité. Je vous remercie et je passe la parole à Renaud, s'il veut bien nous dire quelques mots. Ancien député européen et dynamique président de région. Merci. Bon, j'ai rien prévu. Donc, j'aime beaucoup vos votes. Ça me rappelle des modes de fonctionnement qui permettent, sous une autorité bien menée, de faire en sorte que nous votons ensemble des décisions essentielles. Voilà, donc bravo, bravo, vraiment bravo. Ça, c'est fait. Monsieur Séjourné, vous avez mandat maintenant de l'ensemble à cette énorme majorité de réussir ces élections européennes. Vous avez tous levé les uns et les autres un certain nombre de difficultés majeures sur vos propres territoires, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur la laïcité dans nos différents dispositifs. On est en première ligne avec le gouvernement. Il est absolument indispensable de ne pas se faire empêtrer dans les histoires nationales, dans les difficultés gouvernementales, dans les difficultés à l'Assemblée nationale, sur le débat européen. Sur le débat européen, j'ai été député européen, tu l'as rappelé, et je t'en remercie. L'Europe, c'est très complexe et c'est en même temps très simple. On veut systématiquement nous amener dans la complexité de l'Europe, qui est réelle, mais en fait, elle est super simple si on sait s'en servir. Et donc, il faut absolument, en permanence, essayer de lutter contre des fake news permanentes qui, comme tu l'as souligné tout à l'heure, font en sorte que l'immigration en Angleterre a doublé ou doublé, un peu plus de doublé depuis qu'ils sont partis. Ils ont une augmentation de l'inflation qui est de l'ordre de 16% pendant qu'on est à 6%. Donc, on peut gémir toute la journée, on peut se plaindre toute la journée, on peut ne pas être content de ce qui se passe la journée. Enfin, globalement, quand même, on s'en sort plutôt mieux qu'ailleurs.
Et si on peut avoir cet optimisme de combat permanent qui rappelle en permanence que comme on est plutôt en bonne santé, figurez-vous, qu'on a plutôt la sécu qui marche quand même malgré tout, même s'il y a des déserts médicaux, que finalement tout va pas si mal que ça dans ce pays où nous avons fait une des meilleures saisons touristiques de France, partout dans la France et bien sûr dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Figurez-vous, c'est que les gens viennent un peu dépenser des sous et qui sont plutôt heureux de vivre et qui vont plutôt dans les endroits agréables et qu'il y ait des petits gîtes ou des petits campings jusqu'aux hôtels 5 étoiles. Il y avait de la place, il n'y avait plus de place nulle part et qu'en même temps, nous avions réglé entre-temps les problèmes d'eau dans l'année, les problèmes aussi de personnel pour faire les services complémentaires. Donc, on freine un coup. Hein, voilà. Ça va pas si mal. On va pas rentrer dans l'hystérie collective de voir des puces de lit partout dans tous les lits de France où on va mourir piqué. Ouais, non, c'est pas grave, hein, attendez les gars. Donc, essayez d'arriver à prendre un peu de distance par rapport à tout ça. Je sais que c'est difficile. Je sais que nos concitoyens demandent tout le temps. Mais ça va pas si mal. Ben. Maintenant, on arrive dans les élections européennes. Je me suis permis, je raccourcis. En fait, tu m'as donné la parole, je n'ai pas demandé. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pour présenter Stéphane. Moi, je pense fondamentalement, tu l'as souligné, moi, j'ai toujours combattu le Rassemblement national, toujours. Depuis que j'étais au RPR, j'avais les triangulaires, j'étais contre le Rassemblement national. Dans les triangulaires très difficiles, j'ai été réélu un certain nombre de fois député. La dernière fois, avec votre soutien, avec le soutien de LR qui m'a laissé dans un cours de temps, et tout le monde m'a essayé de me tuer, ok. Mais enfin bon, maintenant, on a fait 57% des voix parce qu'on a réussi à rassembler. Donc il faut qu'on vous arriviez, vous, les uns et les autres, moi en premier, à sortir de cette démarche toujours permanente qui nous a fabriqué en son temps la droite et la gauche, pour arriver à se dire que finalement, et les présidentielles l'ont bien fait, et les législatives aussi, il y a ce groupe de gauche piloté par la NUPES ou par LFI qui de toute façon est empêtré dans leur bêtise, avec dedans les pros et les anti-européens qui seront divisés sur les élections européennes. Parallèlement à ça, vous avez le groupe d'extrême droite avec Marine Le Pen et son représentant, qui va là-dedans être empêtré aussi avec Marion Maréchal, que nous avons affronté, que nous avons gagné dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour faire une division sur l'extrême droite. Et vous avez mes anciens amis de LR qui sont perdus au milieu. Voilà. Donc il faut qu'on essaye, et Stéphane, c'est ta mission, d'élargir le plus possible, parce que dans ce groupe de centre-droit, centre-gauche, je ne sais pas très bien ce qu'on est, mais dans ce groupe de gens raisonnables, qui aiment l'Europe, qui avons des valeurs communes, on peut dire, regardez si Mariani avait gagné dans ma région, lui qui était pour les Azéris et qui était aussi pour Le Pen, pour les Russes. Voilà. Vous imaginez ce qui se passerait aujourd'hui ? Ce ne serait pas du tout la même démarche politique. Donc on te fait confiance, Stéphane, pour arriver à ramener du bon sens européen en simplification et en même temps trouver une solution d'addition de ce bloc, cette addition de blocs de gens raisonnables. Et je suis intimement convaincu que par cette méthode-là, on gagnera les européennes. Voilà. Il organise le parti depuis un an. Je passe la parole pour un mot de conclusion. Stéphane Séjourné, bien sûr, nos discussions se poursuivront dans toute la journée et demain matin. Bon, vous pouvez applaudir Fabienne, parce qu'elle a quand même mené cet exercice magnifiquement. Merci Fabienne. Je vais pas être très long. Je voudrais remercier l'ensemble des collègues, des militants qui ont travaillé à l'organisation de cette première année. On l'a fait en temps record. Quand je regarde... monter un parti politique, c'est vraiment pas évident. Arriver à avoir un peu plus de 30 000 militants après une élection présidentielle dans une dynamique politique qui est plus faible en termes d'intensité après la présidentielle qu'avant, évidemment, c'était un challenge. Donc on est arrivé, je pense que les cases sont cochées. Il faudra pérenniser cette année-là et donc je pense qu'il faut faire venir des nouveaux militants avec les élections européennes. Aller faire des campagnes d'adhésion. Et je pense que, comme je crois à la différenciation territoriale, je pense que les arguments pour faire venir les adhérents sont des fois très différents du nord au sud, de l'est à l'ouest, des régions d'outre-mer ou de la métropole. Et donc c'est à vous de regarder quel type de campagne vous souhaitez mettre en œuvre pour faire adhérer des nouvelles personnes, pour faire venir des nouvelles personnes. Vendez-leur cette coalition européenne qu'on essaye de constituer et qu'on essayera de pérenniser pendant cette élection.
Et en tout cas, je voudrais quand même vous remercier déjà pour cette année, parce qu'on m'aurait dit qu'on ne serait arrivé là avec 3000 personnes dans un campus, des ateliers qui se passeront pendant 2 jours entiers ici, un bureau exécutif représentant l'ensemble des sensibilités de notre gouvernement, une majorité qui est confortée dans son unité, des européennes avec une motion et une contribution qui est votée, qui donne un mandat à son secrétaire général, qui permet d'aller discuter avec ses partenaires, qui sont des partenaires de qualité, qui ont travaillé avec nous. Et ben, franchement, j'aurais signé dès demain, il y a 1 an. Et donc, tout ça, c'est grâce à vous aussi. On a probablement plein de défauts. Le défaut d'être aussi des vrais Français, puisque je vois les mêmes contradictions qu'il y a ici que dans nos territoires. On demande la décentralisation, plus d'autonomie locale, mais on demande aussi de nous imposer un certain nombre de lignes verticales depuis le national, comme ça nous conforte aussi et ça nous rassure. Donc je vois bien aussi ce qui peut nous transpercer en termes de paradoxes, des fois politiques, à la fois français et dans ce parti. C'est plutôt rassurant, ça veut dire aussi qu'on incarne les Français dans toutes leurs dimensions. Alors essayez justement d'incarner cette autonomie, d'incarner cette différenciation territoriale. Prenez les moyens, comme le disaient les secrétaires généraux délégués qui vous ont donné, et surtout allez sur les territoires, et on compte sur vous pour les européennes. Bon campus, bon débat, bonne plénière, et puis surtout faites des belles rencontres. Merci. Et bravo Stéphane. Voilà, poursuivez vos échanges, rencontrez, discutez, inventez, construisons ensemble Renaissance et de la campagne européenne. Simplement,